Les comités. Bienvenue à cette présentation de la vidéo sur les comités. Je m'appelle Audrey et cette vidéo a été préparée par l'Unité de développement communautaire du gouvernement de l'Alberta. Avant de commencer, j'aimerais vous mentionner que l'objectif de notre série de vidéos sur le perfectionnement des conseils d'administration est de s'assurer que les administratrices et les administrateurs d'organismes sans but lucratif ont les connaissances, les compétences et les outils de base pour réussir dans leur travail. Nous sommes conscients que certains d'entre vous ne sont pas membres d'un conseil d'administration et ce n'est pas un problème. Sachez cependant que les renseignements, les concepts et les idées sont présentés du point de vue des membres d'un conseil. De plus, les renseignements présentés ici servent d'introduction ou de rappel pour s'assurer que les administrateurs ont la compréhension de base des concepts et principes de gouvernance nécessaires pour réussir dans leur travail au sein d'un conseil. Nous avons aussi d'autres ressources que vous êtes invités à utiliser, comme notre boîte à outils. Un lien dans la description de cette vidéo vers notre boîte à outils mène à des ressources et des liens supplémentaires qui pourraient vous aider, vous et votre organisme sans but lucratif, à résoudre vos problèmes de gouvernance. Cette boîte à outils comprend une copie des diapositives présentées dans cette vidéo et toutes les vidéos de notre série sur le perfectionnement des conseils. Vous pouvez également cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous et activer les notifications afin de vous abonner à notre chaîne YouTube et de recevoir des notifications de nouvelles vidéos. La dernière chose que je veux mentionner avant de commencer est que dans la présente vidéo, nous ne fournissons pas de conseils. Les renseignements fournis dans cette vidéo et les documents connexes ne doivent pas être considérés comme des conseils juridiques, ni comme une prestation de services juridiques ou d'autres services professionnels de quelque nature que ce soit. Nous voulons simplement vous transmettre des renseignements qui, selon nous, aideront les administrateurs qui s'occupent de la gouvernance et des opérations de leur organisme. Alors, sans plus tarder, allons-y. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de faire ce qui suit. Expliquer ce que sont les comités du conseil, expliquer ce qu'est un mandat et comment il se rapporte au comité et au conseil, et définir les différents niveaux d'autorité des comités. L'un des éléments les plus importants de la façon dont un organisme accomplit son travail est le cadre de gouvernance de l'organisme, et c'est là que les comités appuient le conseil. Ils font partie intégrante de la structure de l'organisme. Les administratrices et les administrateurs doivent définir les types et les structures des comités. Par exemple, les comités dont le conseil a besoin, ce qu'ils font, comment ils le font, leur niveau d'autorité et la façon dont ils rendent des comptes au conseil. Ainsi, que sont les comités du conseil? Les comités du conseil sont généralement un petit, mais parfois un grand groupe de personnes qui se concentrent sur une tâche spécifique que le conseil doit accomplir. Parfois, le conseil doit inviter des personnes extérieures au conseil ayant de l'expérience et de l'expertise dans un domaine particulier. Il est parfois plus efficace de diviser le travail. Il est également parfois plus facile pour un petit groupe que pour l'ensemble du conseil de traiter un problème. Dans de tels cas, le conseil crée un comité pour fournir des recommandations et des avis au conseil ou pour accomplir une tâche au nom du conseil. Une autre façon d'envisager les comités du conseil consiste à dire qu'ils sont créés par le conseil et qu'ils fonctionnent comme un médiateur entre le conseil et le personnel de l'organisme. Parce qu'ils aident le conseil à avoir une meilleure connaissance du personnel de l'organisme et ils aident le personnel à avoir une meilleure connaissance du conseil au sein de l'organisme. Les comités du conseil sont créés par le conseil et le conseil décide sur quoi le comité travaillera, son niveau d'autorité,
et la façon dont il rendra compte au conseil. Les membres des comités du conseil peuvent être des membres du conseil ou du personnel, des bénévoles ou des personnes extérieures à l'organisme. Quels sont les avantages des comités? En général, les comités soutiennent le travail que le conseil doit accomplir. Ils aident le conseil à effectuer son travail et contribuent essentiellement à réduire la charge de travail du conseil. Les comités effectuent généralement le travail préparatoire qui doit être fait avant que le conseil se réunisse et prenne une décision sur un sujet donné. Par exemple, ils peuvent élaborer des options stratégiques ou formuler des recommandations à l'intention du conseil. Leur travail peut aider à maintenir l'élan entre les réunions des membres du conseil. Parfois, les comités travaillent également avec le personnel au nom du conseil d'administration pour mettre en œuvre certaines opérations et activités au sein de l'organisme. Les comités présentent aussi l'avantage d'assurer la formation des futurs administrateurs en leur apprenant quoi faire et comment le faire. Certains membres de comité prennent ainsi connaissance du travail du conseil et deviennent ultérieurement membres du conseil. Les comités augmentent également la souplesse des conseils et leur permettent de réagir plus rapidement aux problèmes émergents. Lorsque votre organisme met en place des comités qui prennent des mesures, vous créez essentiellement un groupe de travail qui accomplit le travail nécessaire pour l'organisme, mais dont plusieurs membres ne siègent pas au conseil. Grâce à ce comité ou groupe de travail orienté vers l'action, le conseil aura le temps, pendant ses réunions, de se concentrer sur des questions importantes et préoccupantes pour l'organisme. Sans comité, c'est le conseil qui doit s'occuper de toutes les tâches et préparer la documentation dont il a besoin. Ce n'est pas la meilleure utilisation du temps du conseil, de sorte que les comités peuvent soutenir le conseil en s'occupant efficacement de diverses tâches. Avant d'examiner plus en détail les comités du conseil, j'aimerais signaler que les organismes comptent généralement des comités du conseil et des comités du personnel et qu'ils sont différents. Les comités du conseil relèvent du conseil et rendent des comptes au conseil. Le conseil utilise essentiellement les comités pour déléguer une partie de son travail et les comités du conseil se concentrent généralement sur ce travail. Mais les comités du conseil relèvent généralement d'un cadre supérieur ou du directeur général de l'organisme. Ils élaborent parfois des procédures pour les programmes et les services, et ces procédures ne peuvent pas contredire les décisions du conseil d'administration. Ou encore, ils sont axés sur la mise en œuvre de programmes et de services au sein de l'organisme. Mais ils ne sont généralement pas concernés par la gouvernance globale de l'organisme. Cela dit, dans le cadre de la présente séance, nous nous concentrons sur les comités du conseil et non sur les comités du personnel. Un conseil peut créer différents types de comités. Examinons d'abord les comités permanents. Les comités permanents, comme leur nom l'indique, sont généralement des comités permanents que le conseil crée pour effectuer un travail précis de manière périodique. Ils peuvent recommander des mesures au conseil, prendre certaines mesures au nom du conseil ou proposer des politiques dans leur domaine de travail. L'ensemble du conseil examine ensuite les documents créés par le comité ou ses recommandations et décide de les approuver ou non. Voici quelques exemples de comités permanents. Comité des finances, comité d'audit, comité exécutif, etc. Certains comités permanents créent également des sous-comités s'ils doivent effectuer une tâche précise à court terme. Par exemple, un comité permanent des finances peut créer un sous-comité pour élaborer un projet de budget pour l'année en son nom.
Un comité spécial est un autre type de comité. Votre conseil peut créer un comité spécial pour traiter certains problèmes qui pourraient survenir. Ces comités sont généralement des comités temporaires. Et ils sont plus attrayants pour les membres du conseil qui préfèrent une résolution de problèmes ciblée et à court terme, plutôt qu'une participation plus longue à un comité permanent. Par exemple, si le conseil organise un événement spécial, il peut simplement créer un comité spécial pour s'occuper de cette organisation. Un comité consultatif est un autre type de comité. Un comité consultatif est un groupe de bénévoles qui donnent des conseils ou formulent des avis ou font des recommandations. Si un conseil veut obtenir le point de vue de la communauté sur une certaine question, il peut créer un comité consultatif composé de membres de la communauté pour l'aider à comprendre leur point de vue. En général, les comités consultatifs sont des structures officielles, mais ils n'ont pas de pouvoir décisionnel et leurs membres sont généralement des bénévoles. Quelle devrait être la durée des mandats des membres de comité? En général, les statuts de l'organisme établissent une limite de mandat pour les membres du conseil. Les statuts indiquent essentiellement combien de temps une personne peut être membre du conseil et combien de mandats elle peut accomplir consécutivement. De même, il est utile d'établir clairement une limite de mandat pour les membres du comité. On recommande des mandats fixes de 2 ou 3 ans, par exemple, ainsi que des règles précises sur le nombre de mandats consécutifs qu'un membre peut accomplir à un même comité. Par exemple, les membres ne peuvent pas accomplir plus de 2 mandats consécutifs. C'est important pour 2 raisons. Premièrement, ça aide le conseil à atténuer les conséquences négatives associées à la possibilité que des personnes siègent indéfiniment à certains comités. La seconde est que ça permet au conseil d'accueillir de nouveaux membres tous les 2 ou 3 ans. De nouvelles personnes peuvent apporter des perspectives et des compétences différentes et accroître ainsi la créativité, l'efficacité et l'innovation, ce qui peut aider le conseil à réagir aux nouvelles tendances et aux changements de façon plus souple et efficace. Les comités existent parce que le conseil le veut et ils font le travail dont le conseil est responsable. Le conseil doit donc être très vigilant pour s'assurer que les comités font ce qu'il dit et il doit surveiller activement le travail des comités. Le mandat est un outil qui aide le conseil à exercer cette surveillance. Il est important que chaque comité ait un mandat qui détaille clairement ce qu'il fait et la façon dont il le fait, ainsi que son niveau d'autorité. Le mandat est essentiellement un document qui décrit la manière dont un groupe de personnes, comme les comités du conseil, conviennent de travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs. Le mandat décrit généralement la raison d'être, la structure et les règles de fonctionnement du comité. Il définit les responsabilités et les obligations du comité et il est facile à comprendre. Voici les parties qui sont incluses dans un mandat. Le nom et type du comité, la mission générale, les principales fonctions et responsabilités, le niveau d'autorité du comité et ses relations hiérarchiques, la composition et nomination, les réunions, les ressources financières et humaines, les objectifs annuels précis, les rapports et dates cibles, le processus d'examen et d'évaluation, ainsi que la date d'approbation et la date de révision. Dans la mesure du possible, les mandats des comités doivent comprendre tous ces détails. Nous avons ajouté un lien vers un exemple de mandat créé par l'Ontario Organizational Development Program. Le lien figure dans la description de la vidéo.
Vous pouvez donc constater qu'une partie du mandat concerne le niveau d'autorité du comité et il s'agit là d'une partie très importante du mandat. Par conséquent, j'aimerais maintenant en parler. Il est très important que les administrateurs définissent clairement les pouvoirs du comité et il est très utile que les conseils abordent et établissent la nature de ces pouvoirs avant de créer le comité. Alors, quels pouvoirs les comités peuvent-ils avoir? Tout d'abord, rappelez-vous que les administrateurs peuvent déléguer une partie, mais pas la totalité de leur travail à des comités. Le conseil peut déléguer les travaux qu'il souhaite sous 4 niveaux d'autorité différents. Dans le premier type de comité, le comité informe le conseil sur diverses questions. Par exemple, il peut enquêter sur quelque chose et faire rapport au conseil. Le conseil tient compte des conseils reçus, puis élabore et approuve les politiques connexes. Le second type de comité est similaire au premier. Le comité enquête sur une question et fait rapport au conseil, mais il propose également une mesure. Par exemple, il peut préparer une ébauche de politique pertinente et remettre cette ébauche au conseil avec son rapport. Le conseil d'administration suivra probablement la proposition du comité, mais peut y apporter des corrections et des modifications, puis l'approuver. Nous appelons le premier type de comité un conseiller limité du conseil, parce qu'il ne relève pas du conseil et il ne fait qu'informer le conseil. Il ne fait rien d'autre que ça. Nous appellerons le deuxième type de comité un conseiller actif du conseil, car il va plus loin et élabore une ébauche de politique ou propose un plan d'action. Encore une fois, il ne fait qu'informer le conseil et c'est le conseil qui décide quoi faire. Dans le type de comité suivant, le comité a des pouvoirs limités qui lui permettent de prendre des mesures sous la supervision du conseil. Ces comités ont généralement un mandat qui explique en détail leurs pouvoirs. Le mandat explique explicitement ce que le comité peut faire sans l'approbation du conseil. Le conseil approuve le mandat et, compte tenu de cette approbation, le comité peut prendre des mesures. Dans l'ensemble, grâce à ce type de pouvoir, le comité peut prendre certaines décisions et certaines mesures, mais celles-ci doivent être approuvées par le conseil et elles devraient être prévues dans le mandat. Ainsi, le comité rend toujours compte au conseil et le conseil a toujours la possibilité de faire des changements et d'approuver ou même de rejeter ses décisions et ses mesures. Dans ce type de comité, il est important que le conseil d'administration définisse clairement à l'avance ce que le comité peut faire dans le cadre de son mandat. Le dernier type de comité a le plein pouvoir de prendre des mesures et il ne fait pas nécessairement rapport de son plan d'action au conseil aux fins d'approbation. Ainsi, le comité prend des mesures et le conseil doit essentiellement accepter ces mesures, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Si le conseil est en désaccord, il doit résoudre la question plus tard. Dans le type de comité précédent, soit l'agent limité ci-dessus, le comité prend des mesures au nom du conseil, mais il doit toujours faire régulièrement rapport au conseil. Nous appellerons le quatrième type de comité agent actif parce qu'il a le plein pouvoir d'agir. La principale différence entre un agent limité et un agent actif est que le comité de type agent limité doit faire rapport au conseil, mais un comité de type agent actif a peu ou pas de compte à rendre au conseil, car le conseil a déjà donné au comité le plein pouvoir de prendre toutes les décisions et d'agir. Nous allons explorer un peu plus ces 4 types de comités au moyen d'un sondage. Jetez un œil à ce scénario pour répondre aux questions suivantes.
En tant que membre du conseil d'administration de l'organisme de jeunesse ABC, déterminez à partir de l'information fournie dans chaque question le niveau d'autorité qui devrait être accordé au comité qui a été chargé de cette tâche. Maintenant, première question. Planifiez la célébration annuelle de fin d'année de l'organisme de jeunesse ABC. A. Conseiller limité. B. Conseiller actif. C. Agent limité. Ou D. Agent actif. Il n'y a pas de bonne réponse absolue à cette question, car cela dépend d'un certain nombre de facteurs associés à l'exemple que nous n'aurions jamais assez d'espace ou de temps pour préciser sur la diapositive. Vous connaîtriez ces facteurs s'ils concernaient votre organisme. Néanmoins, dans ce premier exemple, le comité serait probablement du type agent par opposition à conseiller. De plus, si dans la première question, il s'agissait d'une célébration courante d'un événement de fin d'année qui a eu lieu à un certain nombre de fois dans le passé, le conseil d'administration pourrait se sentir assez en confiance pour donner au comité les pouvoirs d'un agent actif, puisqu'un certain nombre de personnes qui ont siégé au comité de l'événement l'an dernier reviendront peut-être cette année. Le fait de donner au comité les pouvoirs d'un agent actif indique que nous savons qu'il peut faire le travail dans les limites de son mandat et du budget, et nous avons tellement confiance que tout ce dont nous avons besoin, c'est un rapport final sur la façon dont les choses se sont déroulées. En attendant, notre conseil d'administration peut se concentrer sur d'autres questions, car nous savons que l'organisation de la célébration de fin d'année est prise en charge. Cependant, s'il s'agit de la toute première fois que l'événement a lieu, le conseil souhaitera peut-être y travailler davantage et donner au comité les pouvoirs d'un agent limité dans le cadre de son mandat. Le comité pourra toujours prendre certaines mesures, mais devra régulièrement faire rapport au conseil sur les progrès de la célébration. De plus, si le conseil veut simplement étudier la possibilité d'organiser une fête de fin d'année, jamais tenue auparavant, et veut que le comité fasse une enquête et des recherches à ce sujet, il pourra choisir d'accorder au comité les pouvoirs d'un conseiller limité ou d'un conseiller actif. Voici la deuxième question. Concevoir et planifier un grand événement annuel de collecte de fonds pour l'organisme de jeunesse ABC. A. Conseiller limité. B. Conseiller actif. C. Agent limité. Ou D. Agent actif. Même chose pour celui-ci, ça dépend. S'il s'agit d'un événement annuel de collecte de fonds qui a permis de recueillir des fonds importants et qui a été organisé avec succès par le comité au cours des dernières années, une désignation d'agent actif reflétée dans le mandat du comité peut avoir du sens. S'il s'agit d'une nouvelle collecte de fonds en cours d'essai ou si un nouveau groupe s'en occupe, le conseil d'administration pourrait vouloir y travailler lui-même davantage et demander des rapports au comité et ainsi accorder moins de pouvoir à ce dernier. Comme il s'agit d'un premier événement de collecte de fonds, le conseil pourrait simplement vouloir mettre en place le comité en tant que conseiller et se réserver la tâche de prendre les décisions et de donner les approbations nécessaires. Comme pour la première question, ça dépend. Enfin, voici la troisième question. Rechercher et déterminer les options possibles pour l'organisme de jeunesse ABC qui cherche une nouvelle installation principale. Les considérations incluent la capacité financière, l'emplacement, les futurs utilisateurs, la raison d'être de l'organisme, etc. A. Conseiller limité. B. Conseiller actif. C. Agent limité. Ou D. Agent actif. La tâche décrite indique que le comité a un rôle de conseiller. La seule question est de savoir si le conseil souhaite ou non
que le comité propose des mesures ou fasse des recommandations au conseil sur la meilleure option. S'il s'agissait simplement de faire rapport et d'étudier les possibilités de nouvelles installations, le comité aurait peut-être un mandat prévoyant les responsabilités d'un conseiller limité. Si le comité était également chargé de fournir des suggestions et des recommandations sur les possibilités, il aurait alors un mandat prévoyant les responsabilités d'un conseiller actif. Vous avez peut-être remarqué que j'ai associé les pouvoirs au mandat des comités lorsque j'ai fait le compte-rendu. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, quel que soit le niveau d'autorité que vous donnez au comité, celui-ci doit se refléter dans le mandat du comité. Deuxièmement, vous augmentez les pouvoirs du comité qui sont reflétés dans le mandat en le faisant passer de conseiller limité à agent actif. J'espère que vous voyez maintenant l'importance de comprendre pourquoi il existe des comités et les différents types de comités et qu'il faut être très conscient des pouvoirs que vous choisissez de donner en tant que conseil à chaque comité et du fait que ces pouvoirs doivent se refléter dans le mandat du comité en question. Voilà, c'est tout pour les comités. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nos coordonnées figurent sur la diapositive et se trouvent également dans la boîte à outils. Si vous êtes en Alberta et que vous avez une question ou que vous avez besoin de plus amples renseignements ou que vous souhaitez faire appel à nos services, veuillez communiquer avec nous par courriel ou par téléphone. Vous pouvez également accéder à nos ressources et vous inscrire à nos webinaires par l'intermédiaire de l'Alberta Non-Profit Learning Center, centre d'apprentissage sans but lucratif. En outre, si vous souhaitez être informé de nos futurs services et ressources, veuillez fournir votre adresse courriel dans notre formulaire d'inscription. Vous recevrez ainsi des renseignements sur nos services et ressources dès qu'ils seront disponibles. Le lien vers le formulaire d'inscription se trouve également dans la description de la vidéo. Au nom de l'Unité de développement communautaire, merci de votre attention, prenez soin de vous et n'oubliez pas que nos collectivités sont plus florissantes grâce à tout ce que vous faites. Merci encore et au plaisir de vous revoir.